Namasté, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos que nous commençons avec Swami et dans laquelle il va commenter à chaque fois un sujet d'actualité ou bien un sujet de société. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un sujet qui revient souvent dans l'actualité et qui est revenu récemment en France avec les émeutes qui se sont produites suite à la mort d'un jeune tué par la police. Donc on va aborder le sujet des violences policières et je vais me tourner vers Swami. Namasté Swami. Namasté Brenda. C'est vrai que c'est un sujet. Alors tout d'abord, dire un petit mot sur cette série de vidéos que nous lançons. L'idée, c'est d'apporter un éclairage sur cette actualité qui est de plus en plus intense et qui fait que on sent bien qu'il y a des choses qui s'accélèrent, qui s'intensifient. Et donc l'idée, c'est d'apporter un éclairage plus conscient sur ce qui se passe et décrypter aussi. Tout à fait juste, parce que la démarche spirituelle, contrairement à ce que certaines personnes pensent, elle n'est pas déconnectée de la réalité, pas déconnectée du quotidien. C'est tout le contraire, en fait. Hein. On ne parle pas que des choses transcendantales et qui concernent l'intemporel. Non, c'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Donc, c'est important d'avoir un regard différent. C'est ce que je fais, d'ailleurs, tous ceux qui sont auprès de moi savent que régulièrement, je commente l'actualité, les phénomènes de société, etc. Donc c'est bien d'en parler, de le faire bénéficier à tout le monde. Oui, d'autant que c'est des sujets qui nous concernent tous, vivant dans cette société. Et donc le premier sujet qu'on va aborder, ce sont les violences policières et la question qui revient de façon récurrente, alors aux États-Unis, mais aussi en France. Et récemment, on a eu ce cas de ce jeune qui a été tué en fait par la police, tué à bout portant. La question qui revient, c'est est-ce que ces violences sont accidentelles ou bien sont systémiques et aussi, quelles sont les causes, quelles sont les racines de ces violences qui régulièrement se produisent? Les violences policières, le racisme sont un sujet effectivement très important qui nous concerne tous finalement en France et plus particulièrement celles et ceux qui se disent être la cible de cela. Alors pour parler de ce sujet, je vais prendre de la façon suivante. D'abord, parler des faits, des éléments factuels. Ça c'est important et qui repose notamment sur des études car on en a. Mon expérience personnelle aussi, et puis ma perception du point de vue de la conscience sur cet aspect-là. Comme ça, c'est une vision qui permettra d'apporter un éclairage sans doute différent de celui que l'on a un peu régulièrement, où c'est souvent, je dirais, des personnes qui prennent des positions tranchées. Il y a un phénomène aussi de polarisation par rapport à ce sujet-là. Un avocat assez connu en France qui est spécialiste des violences policières, qui est vraiment un spécialiste et qui a donc mené plusieurs affaires et notamment a fait condamner l'État plusieurs reprises pour violences policières, s'appelle Slim Ben Achour. Il dit cela: le contrôle d'identité au faciès, c'est un problème systémique, structurel et institutionnel. Alors, sur les faits, près de 14 millions de contrôles d'identité ont lieu chaque année. Ça, c'est ce qu'a indiqué à l'Assemblée nationale. Hein. C'est indiqué à l'Assemblée nationale. Ça date déjà, hein, ça fait 6 ans, le 29 juin 2016. Et selon une étude du Défenseur des droits, hein, il y a une institution qui s'appelle Défenseur des droits, qui est présidée par Jacques Toubon, je crois que c'est cela. Cette étude a révélé qu'un jeune noir ou arabe a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police. Donc ce n'est pas une impression. Et ça date de 2016, ça veut dire que ça fait 7 ans qu'il y a une étude qui a été menée, donc de façon totalement impartiale, et qui dit qu'un jeune noir ou arabe a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police. Autre élément, les émeutes urbaines sont toutes nées après un contrôle d'identité. Et là, laisse une très grande latitude donc aux policiers, puisqu'ils contrôlent comme ils veulent, le nombre de fois qu'ils veulent, etc. Hein. Et donc, cet avocat, Slim Ben Achour, a fait condamner l'État à plusieurs reprises, comme je disais, pour faute lourde.
et explique d'ailleurs au journal, qui est Le Monde, comment il lutte contre ces contrôles aux faciès. Les protocoles utilisés aux États-Unis contre les discriminations faites aux Afro-Américains ont été utilisés à Paris par le CNRS. Donc, deux sociologues, qui sont de bons connaisseurs de la police, s'appellent Fabien Jobard et René Lévy, ont publié une enquête, et pas récente, elle date de 2009, qui portait sur un peu plus de 37 000 personnes. Il s'est avéré qu'à la gare du Nord, juste un exemple, par exemple, les Noirs ont 5,6 fois plus de risques d'être contrôlés que les Blancs. Les Maghrébins, 5,5 fois plus. Et donc, pour la première fois, ce contrôle aux faciès était objectivé scientifiquement. Donc, c'est un fait avéré. Alors, il y a d'autres choses pour développer cela, c'est intéressant. Hein. Selon Fabien Jobard, qui est directeur de recherche au CNRS, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle Sociologie de la police. Lui, il préconise de poser clairement sans détour le problème du racisme dans la police, parce qu'on a des éléments factuels. Alors, pour comprendre aussi d'où ça vient tout cela, parce qu'on parlait des causes, les missions confiées aux policiers sont ancrées dans une culture et une histoire qui rendent cette institution extrêmement perméable au racisme, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, ne prennent pas conscience et ne font pas la démarche pour comprendre en fait. Dans les années 1920, la préfecture de police disposait d'une brigade nord-africaine. La plupart des gens ne le savent pas. Il y avait une brigade nord-africaine dans les années 1920. Et elle était évidemment exclusivement chargée de contrôler les Maghrébins à Paris et sa banlieue. Dissoute, cette brigade fut réformée dans les années 1950, avec la guerre d'Algérie, sous le nom pudique de Brigade des agressions et des violences, qui était chargée en fait des mêmes missions. Donc jusqu'en 1950, il existait toujours une brigade chargée de contrôler uniquement les Maghrébins. 10 ans après la guerre d'Algérie, les tensions émergeaient en banlieue, donc c'est ce que dit d'ailleurs Fabien Jobard, de jeunes policiers ont été envoyés dans ces territoires en sous-effectif. Leurs chefs avaient fait leurs armes, donc pendant la guerre d'Algérie, une période où à Paris et en banlieue parisienne, le contrôle effectivement brutal des Arabes était une mission centrale. Et donc, lorsque les problèmes sociaux éclatent en banlieue avec leur population immigrée, comme il le dit, on se défait très mal de ces pratiques. C'est une pratique et là, ses racines, notamment colonisation, pré-colonisation, la guerre d'Algérie, etc. Et avec une brigade qui a été créée pour cela, et donc c'est très enraciné. Alors, de nombreuses études, dit le directeur de CNRS, concluent au racisme institutionnel. On a des études, ce n'est pas une impression. Les contrôles d'identité bien plus fréquents en France que chez nos voisins européens en sont l'illustration d'ailleurs. Hein. Et donc, cet aspect-là est avéré par des études depuis plusieurs années. Donc oui, le racisme existe de façon systémique dans la police et ce n'est pas un épiphénomène et ce n'est pas le fait de quelques énergumènes comme cela. Ça, ce sont les faits. Est-ce que ce n'est pas aussi un cercle vicieux, le fait que les populations immigrées qui vivent dans des quartiers difficiles, dans ce qu'on appelle nous les banlieues en France, ils ont moins accès à l'éducation, ils ont moins accès à des moyens pour se former, pour pouvoir gagner leur vie. Et donc il y a un accès à d'autres, potentiellement à d'autres recours, comme la délinquance, pour s'en sortir. Et c'est un moyen, cela vient justifier un discours raciste en disant que on les contrôle plus parce que c'est plus eux qui sont les auteurs des délits. Alors, il y a cet aspect-là, mais avant cela, avant qu'ils deviennent, pour certains, des délinquants et tout, il faut comprendre que le fait de ne pas reconnaître ce problème, parce que ça part de là, c'est un problème structurel vraiment systémique. Et on connaît ses racines. La colonisation, oui. La post-colonisation, on a créé une brigade
en 1920, dissoute quelques années après, qui a été recréée en 1950. Donc, c'est enraciné dans la police. Et il n'y a jamais eu de brigade spécifique pour contrôler les Parisiens, Ou les Espagnols. ouais, c'est ça. Ou les Espagnols. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un fait avéré. Mais le déni des institutions, notamment des plus hauts personnages de l'État, comme tous les ministres finalement, chargés du ministère de l'Intérieur. Quel est l'impact en fait? Le déni, ça veut dire que c'est une augmentation des exactions au sein de la police, car vous êtes couvert. Si à chaque fois on explique non, ça n'existe pas, sachant que c'est un phénomène avéré, que ça existe, et ils le savent bien les policiers, donc ça veut dire que vous êtes couvert, il n'y a pas de problème. Parce que ces études qu'on parle depuis toutes ces années, c'est quand même pas le ministre de l'Intérieur qui n'est pas au courant de cela. Évidemment. Donc, ils savent. Donc, c'est un déni. Ça renforce aussi le sentiment d'impunité. Parce que ça veut dire, on est couvert, on peut y aller. Donc, ça augmente les violences. Et donc, ça renforce dans la police le sentiment que la discrimination envers les Noirs et les Maghrébins est normale. Elle était tout à fait normale, puisqu'elle était dans la loi à une époque. Donc, il y en a qui se disent, on l'a enlevé de la loi, il faudrait la remettre. Mais quoi qu'il en soit, même si, et ce n'est pas dit officiellement, mais c'est tacite. Donc, c'est comme ça que le comprennent beaucoup de policiers. Et puis, les nouveaux policiers, nouvelles recrues, bah, ils voient ce qui se passe. Et forcément, on leur dit, bah, tu fais comme nous on fait. Et voilà, et quand on doit faire un contrôle, on dit, bah, tu vas surtout contrôler cela, etc. Quand je dis surtout, dans certains quartiers, c'est essentiellement, dans certains endroits. Et donc, cela devient un problème systémique et qui prend de l'ampleur parce que au-dessus, il y a un déni de cette réalité qui est avérée. Alors, pour les victimes, parce que là, on se passe au sein de la police. Pour les victimes, eh ben, que se passe-t-il? On dit aux victimes, au mieux, c'est des gens qui fabulent. Au pire, ce sont des menteurs. Alors, quand on est victime de violences policières, quand on est victime de discrimination, et qu'on est dans ce déni des plus hautes institutions, c'est la double peine. D'une part, vous êtes victime de discrimination et parfois de violence, et d'un autre côté, on vous dit que vous êtes menteur. Et c'est arrivé un nombre conséquent de fois que des jeunes victimes d'agressions verbales physiques qui se défendent vont ensuite être l'objet de poursuites judiciaires contre les personnes, les policiers qui les ont agressés. Comment, dans cette situation, on peut faire pour ne pas développer du ressentiment, pour employer un terme un peu pudique, et évidemment, ça se transforme en révolte. C'est un sentiment d'injustice qui est d'autant plus terrible que vous voyez qu'en face, il y a un déni des plus hautes institutions. Et on vous dit, c'est pas vrai. Alors, ce qui a changé dans tout cela, qui a fait un peu bouger les choses, c'est que avec les téléphones portables, tout le monde filme les scènes et qu'il s'avérait que quand on a eu des policiers qui ont dit non, c'est pas ça, telle personne s'est débattue ou nous a insulté, nous a frappé, et que la scène est filmée, qu'on voit tout le contraire, on s'aperçoit que c'est un mensonge. Mais là, que se passe-t-il? On dit ok, comme partout, il y a des brebis galeuses, on va être très sévère envers elles, mais on ne remet jamais en cause le système en question. Et l'institution. Et l'institution pour dire clairement, on a un problème au sein de la police, il y a un phénomène de racisme. Ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes, c'est pas de ça. Mais c'est quand même un problème systémique. Il est là, il est ancré. Et ce qui est vraiment terrible, c'est que ça crée un fossé
un fossé énorme, puisque d'un côté, vous êtes ceux qui sont victimes de discrimination, de violence, ne sont pas reconnus du tout comme tels. D'un autre, on soutient tous les policiers d'une façon générale. Et puis d'abord, ils sont assermentés. Donc si on n'a pas la preuve du contraire, c'est eux qui ont raison. Et puis, tout le monde sait, par rapport aux éléments qu'on a, tous les responsables politiques, etc., que c'est un problème réel, mais qu'on est dans le déni, alors ils se sentent couverts. Et donc on est dans cette situation, et ce qui fait que ça explose. À un moment donné, il y a cette haine qui se développe de la police, parce que pour un Maghrébin, pour un Noir, ils savent qu'ils peuvent se faire arrêter pour n'importe quoi, qu'ils peuvent se faire tabasser, c'est une réalité. Et ils savent qu'ils ne sont pas protégés. Donc, ce qui se produit est vraiment la conséquence, moi, de ce déni, vraiment. Puis à un moment donné, comme tu parlais de ce que peuvent faire aussi des personnes que l'on discrimine, que l'on ghettoise, etc. Mais quand on vous dit que vous êtes coupable, que vous n'avez rien fait, à un moment donné, vous dites condamné pour être condamné, eh ben on va faire quelque chose maintenant. Puis on le dit, et il ne faut pas s'étonner qu'après il y ait des émeutes, qu'il y ait des gens qui cassent et qui s'en attaquent aux policiers, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, c'est pas ça. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi on en arrive là, Oui. qu'est-ce qui se passe. On sait très bien que cela a un impact. Et si des personnes sont sans cesse dévalorisées, discriminées et humiliées, forcément ça crée un sentiment de révolte et ça va créer de la colère, de la réaction qui est tout à fait légitime, tout à fait normale. Et ça va alimenter en fait ce processus parce qu'eux-mêmes vont réagir vis-à-vis de la police qui va dire regardez comment ils sont, comment ils nous agressent, ils nous attaquent et nous on va se laisser faire. Et donc en fait ça ne fait qu'envenimer la situation. Mais ça part de ce déni. Dans ce débat-là, on ne l'entend pas justement dans notre société en fait. On parle des exactions de la police, mais c'est comme la colonisation. La France a un mal fou jusqu'alors à reconnaître toutes les exactions qu'elle a commises dans tellement de pays et d'une façon tellement abominable. Oui, donc ce problème-là est vraiment est terrible et c'est important de prendre conscience justement des racines de tout cela. C'est-à-dire que le déni est vraiment la cause souvent je dirais la cause de problèmes extrêmement conséquents, que ce soit d'ailleurs sur un plan personnel. C'est comme si tu commences à être malade, à avoir un problème et tu es dans le déni de cette maladie, tu ne t'en occupes pas. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va croître, elle va grandir et après ça peut être extrêmement grave. Donc ce problème existe. Si on le regardait en face, on pourrait se dire ok, ça ne concerne pas tous les membres de la police, mais ça existe et c'est un problème systémique et on connaît ses origines. On en a parlé tout à l'heure. Donc si à ce moment-là on le traite sérieusement, on peut régler ce problème. Mais si on ne le fait pas, ce qui est le cas, et que tous les responsables sont dans le déni, alors les jeunes sentent, à la fois ces jeunes d'origine maghrébine, africaine, etc., antillaises, se sentent eux discriminés, savent qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils ont beau dire, on leur dit t'es un menteur, c'est ceci, etc. Et donc ça ne fait que renforcer ce sentiment légitime d'injustice, et à un moment donné ça explose, d'autant quand on est jeune. Et là, eh ben, eux, ils font ce qu'on fait avec eux. C'est-à-dire, pour eux, eh ben, tous les flics sont pareils. Comme on dit de notre côté, la police dit tous les Maghrébins, tous les Noirs, c'est des racailles. Ben, ils font pareil. Pour eux, ils disent tous les policiers, c'est la même chose. Et là, de ce côté-là, on ne l'accepte pas. Alors, c'est vraiment une responsabilité des adultes et des responsables politiques. C'est vraiment terrible, tu vois. C'est comme une femme qui est agressée, qui aurait été violée, et quand elle va à la police, elle va pour porter plainte, on va commencer à lui poser des tas de questions et lui dire
ou qu'est-ce qu'elle faisait là, peut-être toute seule à cette heure-ci, et voilà comment elle est habillée, on la remet en cause. Il y a tellement de choses qui vont dans ce sens que beaucoup ne font plus cette démarche. Alors après, effectivement, quand ça se passe ainsi, on pourra se dire à un moment donné que les viols vont régresser. En réalité, c'est pas ça, c'est que beaucoup ne font pas cette démarche parce qu'elles se retrouvent dans une situation où, au départ, elles sont victimes et puis elles deviennent suspectes ou alors elles seraient à l'origine du comportement de l'autre, de l'agresseur. Voilà. Donc, on est face vraiment à ce problème qui est conséquent et qu'on ne pourra jamais résoudre si on reste dans ce déni. Et c'est ce qui fait qu'on augmente cette fracture et que cette violence se fait de plus en plus forte et ça ne va pas s'arranger tant qu'on ne va pas dire les choses vraiment et qu'on ne va pas s'occuper de ce problème sérieusement. Alors je peux parler un peu de... Toi-même, tu as vécu ce type de situation? Alors, comme on parle du racisme, d'abord, j'ai connu ça sous différentes formes très, très tôt. Moi, depuis l'âge d'1 an et demi, je vis en métropole, en France, à Paris. Et j'ai été confronté, voilà, sous différentes formes, hein, en classe, voilà, avec des remarques. Alors, des choses pas très méchantes, mais bon, qui sont agaçantes. Hein, quand on vient de toucher les cheveux pour voir qu'est-ce que c'est, on te dit ta couleur, elle reste comme ça, enfin des tas d'absurdités comme ça. Mais tout cela vient aussi de l'environnement dans lequel on vit. Hein. Quand tous ces jeunes, il n'y a pas si longtemps, à la télé ne voyaient que par exemple des Noirs, que dans des films où ils jouaient, soit c'est la servante, le servant, ou ils ont des rôles d'indigènes, enfin, tout cela. Forcément, il y en a même qui s'étonnaient d'en voir un qui est dans ta classe. Et des fois, il fallait se demander, mais qu'est-ce que tu fais de ma classe, quoi? T'es pas avec tes copains dans la jungle. T'es pas dans la brousse. Et ça fait pas si longtemps, mais bon. C'est quand même comme ça. Alors, ce qui fait aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est quand, après quelques années, il y a 2-3 personnes comme toi, d'origine antillaise, africaine, qui sont dans la même situation et qui sont victimes des mêmes discriminations, ben, tu finis par te regrouper. Oui. Ces gens se regroupent et puis après, on va leur reprocher aussi. Et oui. Se regrouper. Donc, ça, c'est le racisme un petit peu ordinaire qui n'était pas si terrible, mais que j'ai connu et qui n'est pas si évident non plus. Dans le domaine professionnel, ce sont des stéréotypes aussi. Voilà, pour beaucoup, on n'a pas l'habitude de voir. Maintenant, les choses commencent à changer, mais moi, il y a 20 ans, 30 ans, par exemple, quand j'ai créé une salle de sport, de fitness et tout, à chaque fois que quelqu'un venait pour voir le responsable, 9 fois sur 10, s'il s'adressait à moi, il me demandait est-ce que vous pouvez m'appeler le responsable? Enfin, je disais, ben ouais, c'est moi. Il dit non, je n'ai pas dit responsable de la salle, j'ai dit le directeur de la salle, etc. J'ai dit, ben c'est toujours moi. Une fois, j'ai fait une blague, je suis parti. J'ai dit, je vais le chercher, je suis parti. Et puis ensuite, je suis revenu. La personne ne comprenait pas. J'ai dit, bah oui, c'est moi. Alors, bon, on peut le prendre si, mais tout ça pour dire que, là encore, c'est pas méchant à ce niveau-là. Parfois, ça peut dériver, mais c'est le fait qu'on n'est tellement pas habitué à voir, voilà, si c'était pour voir faire du sport ou une représentation de danse ou bien jouer de la musique, ça c'était ok. Mais diriger une structure, oui. C'est comme les femmes, quand on appelle le patron, on s'attend à voir arriver un homme et pas une femme. Oui. Ou le commandant qui va piloter l'avion, c'est forcément un homme. Et si c'est une femme qui arrive, on dit oh, je ne vais pas demander la femme du patron. Ou la secrétaire, c'est lui que je veux voir. C'est ça. Donc, et en fait,
Tu disais sur le plan professionnel. Oui, sur le plan professionnel, quand j'étais à l'époque directeur d'une société d'édition et de magazine Muscles et Tête, j'ai été confronté aussi à ça, notamment dans le domaine alors dans ce domaine-là, et puis auprès des imprimeurs notamment. Il y a des métiers aussi où là particulièrement, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui soient d'origine africaine, antillaise, etc. Mais bien souvent, j'étais confronté en fait à, je dirais c'est un peu un racisme primaire, mais pas forcément très violent, conséquent. Bon, chez les enfants, des fois c'est rude, hein, et on a qui t'insultent vraiment, etc. Hein. On a tendance à dire quand on est les enfants, les petits anges, etc. C'est quand même pas toujours évident. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours connu en fait. Par exemple sur les contrôles policiers. Notamment dans le métro, quand ça arrivait, des fois c'est les agents de la RATP, mais parfois il y a des policiers qui viennent. J'ai remarqué aussi régulièrement, quand ils se mettaient là pour contrôler des personnes qui allaient vers la sortie pour voir leur ticket et tout, ben, ils contrôlaient plus un certain profil de population dont je faisais partie. Et régulièrement, c'était le cas. En fait, quand on est antillo-africain, on le sait en fait, on est confronté à ça tout le temps. Donc quand on entend dire des gens qui eux ne connaissent pas ce que c'est, que cela n'existe pas, on sait bien que c'est faux. On le vit au quotidien. Nous, on vit ça au quotidien, ce genre de situation. On vit au quotidien souvent cette méfiance de personnes quand elles se retrouvent auprès de Noirs, etc. Mais on le vit, j'ai vécu des centaines, des milliers de fois en fait. C'est quelque chose qui est quotidien, qu'on ne fait même plus attention à cela. C'est comme pour dire aux femmes, le fait d'avoir des gens qui leur balancent des propos, que ça soit sexiste ou alors de la drague très lourde, qui ont des comportements déplacés. Enfin, toutes les femmes savent ce que c'est. Oui. Et toutes les femmes connaissent cette situation. Bien sûr. Et en tant que femme aussi, moi j'ai été témoin. J'avais des amies étudiantes, des amis libanais. Si je me promenais avec eux, je voyais très bien, si on croisait la police, le regard qu'ils avaient sur eux, sur moi aussi, comme s'ils voulaient me dire « mais qu'est-ce que tu fais avec des gens comme ça ?» Donc ça aussi, je l'ai vraiment senti. Alors, tu as la perche justement pour raconter une anecdote, parce qu'elle est importante, c'est un rapport avec la police et avec ce qui s'est passé. Moi, je m'occupais de ce magazine, je crois que c'était le magazine Luna. Et il y avait une personne, une jeune femme qui s'occupait de la communication, relations publiques, etc. Et j'allais la ramener chez elle. On était allé pour, justement, c'était une soirée de présentation, etc. Elle était française? Elle était française. Française, blonde, que normal, quoi. Une vraie française. Une vraie française. Pas un faux français comme moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On rentre donc en voiture, etc. Et puis en contrôle de police, contrôle routier. M'arrête, pas de problème. C'est une voiture de sport, donc pas de problème. Et alors, ils sont deux policiers. Et il faut sortir, elle aussi de la voiture, et puis un qui m'appelle d'un côté, je vais avec lui, et puis l'autre policier qui l'appelle de son côté, et elle part de l'autre côté. Pas de problème, et il me demande qu'est-ce que je fais, machin, ben, je lui dis voilà, ben, je rentre, je lui explique la situation, il me demande mes papiers, donc il va appeler évidemment, PC, mon nom, etc., voir si je ne suis pas fiché, contrôler la voiture, etc., tout ça. Jette un petit coup d'œil de l'autre côté, il ne demande même pas ses papiers, mais il lui parle. Pas ses papiers, savoir elle, il n'y a pas de problème, il parle avec elle depuis un moment.
On attend puisqu'il téléphonait au central et tout. Et puis, bon, ben, je ne suis pas fiché, j'ai pas... La voiture n'est pas volée? La voiture n'est pas volée, pas commis de hold-up, il ne s'est rien passé. Donc finalement, il me remet papier, voilà, il circulait. Et puis, elle retourne après aussi dans la voiture. Donc ça a pris un certain temps. Mais je vois qu'elle est vraiment, elle n'est pas bien. Je lui demande, est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit non, non, il n'y a rien et tout. Puis on part. Puis un moment après, je lui dis, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit non, 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 ça va, etc. Et puis on roule, on est parti. Puis à un moment donné, elle craque. Elle ne va pas du tout. Et là, elle est en colère, elle commence à dire, etc. Et je m'arrête, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, mais tu te rends compte ce qu'il m'a dit? Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce nègre? Qu'est-ce que tu fais, etc. Il lui parle comme ça. Oui, 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 oui. Il lui tient des tas de propos racistes, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a pris à part. Et elle dit, mais qu'est-ce que vous racontez, etc. Elle est extrêmement choquée de cela. Et quand elle est rentrée, sa première pensée qu'elle a eue, elle a dit, il ne faut pas que j'en parle. Et elle a dit, je ne vais pas en parler parce qu'elle s'est dit, me connaissant, je n'étais pas zen comme ça. Aujourd'hui, je ne serais pas venu. Je serais pas venu avec un grand sourire voir le policier pour lui demander d'être un peu plus explicite, qu'il pouvait m'en parler. Et donc, elle a préféré ne pas en parler et tout. Et effectivement, on était très loin et tout. Mais tout ça pour dire, en fait, que cette situation, je l'ai vécue aussi. Tant j'étais pas là, j'étais pas le jeune, tu vois, qui était là, qui avait une barre de shit, qui avait de l'herbe un peu planquée et qui avait sa cagoule sur la tête pour qu'on le reconnaisse pas. Enfin, c'était pas du tout ça. Mais ça m'étonne pas du tout. Alors, c'est une situation que j'ai vécue, très précisément, et qui montre aussi que, tu vois, ça se joue à peu de choses. Si elle avait dit cela directement, elle aurait pu réagir. Alors un incident aurait pu se produire, et évidemment, ça serait retourné contre moi, etc. Eh bien, c'est ce genre de situation qui se produit tous les jours, dans les banlieues, etc. Ces insultes dont sont victimes, etc. Donc c'est quelque chose, une situation que j'ai vécue très concrètement. Et c'est pas si caché, ce n'est pas que dans les banlieues. Moi, j'ai assisté à des scènes de contrôle dans le métro parisien. Mais là, c'était pas dans la banlieue, hein. Ce que je disais, j'étais dans Paris. En plein milieu de Paris, oui. Mais ce n'est pas non plus si caché que cela, en fait. Quand on assiste à des contrôles, on voit bien le regard complètement différent sur les Français, les blés blancs, qui ne sont pas contrôlés. C'est presque, on se tourne vers eux, et surtout quand on est une femme, on se demande est-ce qu'on est bien en sécurité, et si on est en compagnie de personnes de couleur, et après le contrôle va s'adresser uniquement à eux. Donc, et avec des comportements qui sont pas du tout respectueux de la part de certains policiers, pas tous. Certaines prennent le soin de respecter, mais pas tous. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que cette expérience, moi j'ai cette expérience personnelle de contrôle, voilà, qui est ciblée, et je sens bien que voilà, si je suis avec quelqu'un à côté qui est blanc, ben on va pas le contrôler. Je l'ai vécu combien de fois. Donc on sait tous cela. Tous les antillais savent. Tout le monde le sait. C'est pas quelque chose, comme je disais, à l'exemple des femmes, savent bien que les femmes ont subi plus ou moins des agressions, bien des propos déplacés ou toutes sortes de choses. Et bon, d'être dans le déni, c'est stupide. C'est pourtant ce qui se passe, et c'est pour ça que ce problème il s'amplifie, et c'est très grave. Parce qu'on arrive à un moment donné où on ne se parle plus, et c'est l'affrontement, c'est ce produit. Donc cette situation, je l'ai vécue vraiment, et ça n'a pas été quelque chose effectivement d'évident. Après, il y a eu d'autres choses comme ça, mais voilà, c'était un bel exemple. Il y a un autre exemple que je peux citer aussi, qui est vraiment intéressant justement par rapport à ça. Du fait de, je dirais après cet éveil spirituel que j'ai vécu, évidemment,
mon approche est devenue totalement différente. D'abord, je comprends que la racine de tout ça, c'est l'ignorance. Avec un peu de bêtise, je dirais, là-dessus, mais c'est ça la racine. Hein. Et si on s'ouvrait plus vers l'autre et si on apprenait mieux à se connaître, les choses seraient très différentes. Et c'est ce qui s'est passé un jour, quand justement je me rendais à l'aéroport et qu'un chauffeur de taxi hésitait à me prendre parce que c'était le soir, c'était à Paris, mais j'allais à l'aéroport, je crois que c'était pour La Réunion, et je le sentais un peu stressé, voilà, de me prendre, mais en même temps, c'était, tu sais, à la queue, et les uns après les autres, et donc normalement, il devait le faire. Alors il a hésité, puis je suis rentré dans son taxi, on est d'aller à l'aéroport, mais je voyais qu'il me regardait, il était... il était un peu tendu. Alors je lui ai adressé la parole, j'ai demandé, j'ai discuté avec lui, et en lui parlant de son métier, en lui disant ça doit pas être facile de bosser le soir quand on est taxi, je suppose que vous travaillez la nuit et tout. Et il me dit oui, oui. Et puis j'ai commencé à discuter avec lui, etc. Et plus j'ai parlé avec lui, plus il a commencé à se détendre, et je lui ai demandé si justement j'étais à confronter à des problèmes d'agression, des choses. Et le fait de parler de cette façon, ça l'étonnait au départ, et puis on a eu un vrai échange, et puis il a commencé, lui, à me poser des questions sur, tiens, j'allais où, ce que je faisais, donc je lui ai expliqué, je partais, la Réunion, mission à Madagascar, etc. Et puis à un moment donné, avant d'arriver à l'aéroport, il m'a dit, je dois vous avouer vraiment quelque chose, c'est que j'ai hésité à vous prendre dans mon taxi. Je dis ça, je l'avais remarqué. Comme la voiture. Elle me dit oui, et je vais vous dire pourquoi. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, souvent quand je vais dans certains endroits, dans des beaux lieux, j'ai toujours des problèmes, où des fois j'ai été agressé, et c'est maghrébin, ou c'est des noirs. Et on a commencé à discuter, je lui ai expliqué pourquoi effectivement ça se faisait plus par ce profil de population qui sont ghettoisées, qui vivent, enfin bref, je lui ai donné quand même des explications là-dessus. Mais ce qui était intéressant, c'est que il ne s'est pas seulement détendu, mais il a vraiment changé son regard. Et je me suis rendu compte quand il m'a déposé à l'aéroport, parce qu'il est sorti de la voiture, et juste avant, il m'a dit, vous m'avez permis d'avoir une vision totalement différente. Et je me rends compte que j'étais dans une généralisation. J'avais ce préjugé et que je me trompais. Et franchement, il me dit, c'est quelque chose de formidable que vous m'avez apporté. Et il est sorti, et qu'elle est sortie, et je voulais prendre mon bagage. Il m'a dit, non, non, je vais vous porter moi-même votre bagage. Il a pris ma valise et il l'a même mise dans le chariot. Et il m'a remercié de cela. Et en fait, ça pour dire que ça, j'ai pu le faire parce que j'avais atteint cette maturité, cette compréhension. Mais si je ne suis pas dans ce cas de figure, et je suis plus jeune notamment, j'aurais pu réagir autrement. Et dès le départ, de dire c'est quoi le problème, tu veux pas me prendre, etc. Ouais. Et là, tout de suite dans la voiture, et ça se serait très mal passé. Donc, voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On creuse ce fossé, et c'est dommage, parce qu'il faut apprendre à mieux se connaître pour faire tomber ses peurs, et on ne va pas régler le problème du racisme dans la police et au sein de la population, dans le déni, en faisant comme si que ça n'existait pas. Absolument. En tout cas, c'est vraiment intéressant et éclairant d'avoir aussi le regard, ton regard, et aussi ton témoignage, l'expérience que tu as partagée, parce que c'est très éloquent. Et je souhaite que les personnes qui visionneront cette vidéo, ça les aidera à réfléchir sur ce sujet, sur lequel on pourra revenir d'ailleurs. Et ça aidera à faire prendre conscience de ce décalage entre une réalité et la façon dont on en parle et dont on la présente.
Si vous voulez recevoir, être informé des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications et ainsi vous serez informé des prochains sujets d'actualité que nous allons traiter avec Swami. Merci beaucoup Swami, namasté. Namasté, Brenda. Namasté.